Rappelez-vous, il y a un petit peu plus d'1 an, on avait vécu ça. Je suis pas prêt pour ce qui va suivre. Qu'est-ce que je fous là, quoi? Il est ici. Voilà, il est là, il est caché dans son sac. J'ai l'impression que c'était comme avant quand je suis passé du VTT au vélo de route. En l'espace de quelques jours, je pense que j'ai trouvé mes marques avec ce vélo. J'ai vraiment pas l'impression d'être inconfortable dessus. Depuis, j'ai parcouru la bagatelle de 15 060 km sur ce S-Works Tarmac SL7 Dura-Ace que vous voyez juste derrière moi. Et donc du coup, j'ai trouvé que c'était le moment idéal pour vous restituer mes toutes premières impressions sur ce que c'est que de rouler sur un vélo de pro. Alors c'est parti, générique. Allez, on se replonge dans le contexte de tout ça et on prend comme référence le mois de décembre 2023. À ce moment-là, je roule sur ce très bel Orbea Avant de 2020 que vous avez pu voir à l'occasion du voyage à travers la France notamment, mais aussi d'autres projets vidéo que j'avais sortis auparavant. C'est un vélo que j'avais acheté en juin 2020 pour un montant de 1800 € neuf, et à l'époque il était monté sur du Tiagra, il était monté avec des roues en aluminium fournies avec le vélo, donc c'était pas ouf. C'était le vélo que j'avais au départ, hein, donc le starter pack qui était pas forcément dingue, mais à partir de ça j'avais pu faire quelques petites améliorations, à commencer l'année suivante par les roues, et puis ensuite j'avais changé la selle, et puis ensuite en 2023 j'avais changé la transmission pour passer sur une transmission en 11 vitesses. Ce qui fait que en fin d'année 2023 j'avais un vélo monté avec une roue carbone à l'arrière, une roue alu à l'avant, une transmission 105 11 vitesses à la place d'une transmission 10 vitesses. Donc c'était pas mal, mais je sentais que le vélo quand même il arrivait à ses limites, et notamment par rapport à la géométrie du cadre. Donc à ce moment-là, l'idée d'avoir un vélo qui prendrait la place du Orbea en vélo numéro 1, elle faisait de plus en plus sens, elle faisait de plus en plus chemin dans mon esprit. À ce moment-là, l'idée, c'était d'économiser patiemment à partir de la fin de l'année pour que l'année suivante, je puisse m'acheter le vélo de mes rêves. Et le budget, c'était à peu près 7000 €, ce que je considérais comme raisonnable de mon point de vue. Hein. Attention, je sais que 7000 €, c'est énorme, mais de mon point de vue, j'estimais que ça pourrait le faire si j'économisais patiemment pendant 1 an. Ça, c'était en novembre 2023. Sauf que, en décembre, je reçois un message de mon ami Franck, qui me dit: tiens, regarde sur ce site, il y a des vélos qui sont intéressants, il y a des S-Works notamment, des S-Works de la Soudal, et ce sont des enchères, tu pourras peut-être mettre un billet là-dessus, et qui sait, en remporter un. À ce moment-là, moi je me fais pas d'illusions, hein, je regarde le site avec un petit peu d'amusement, je vois qu'il y a des enchères, je vois qu'on est au tout début, que les prix sont pas très élevés, et je me dis ok, c'est marrant, on va regarder ça de très très loin, et on va s'amuser pour voir à combien part un vélo de pro. Donc ça, c'était le lundi, les enchères terminaient le samedi de la même semaine. Je regarde le lundi, vite fait, c'est marrant, on voit 200, 300, 400 balles. Le vélo d'Evenpool, qui était à l'équipe Soudal à ce moment-là, et qui l'est toujours d'ailleurs, il était déjà à un niveau stratosphérique. Donc je me dis, avec amusement, que, à mon avis, les autres vélos des équipiers, ils vont finir sûrement à des prix similaires. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Je décide de regarder un petit peu, avec un peu plus d'attention, où en sont ces prix sur les enchères. Et là, je vois des montants qui me paraissent élevés, c'est vrai, certes. Je vois des 3000, des 4000, peut-être des 5000 sur certains vélos très prisés, mais je vois que beaucoup de vélos d'équipiers peu connus sont à des montants qui sont complètement abordables, peut-être des 3000, 4000 €. Les enchères terminent dans 24 heures. Un vélo monté en Dura-Ace pour 4000 ou pour 5000 €, pourquoi pas, hein, ça peut le faire. Avec amusement, moi je me dis, pourquoi pas tenter sa chance. J'avais dit que je voulais miser 7000 € pour avoir un nouveau vélo dans 1 an, mais si c'est pour avoir un vélo bien meilleur et n'y mettre finalement que 6000 €, avec amusement, je décide de faire une première enchère, une enchère que je me rappelle avoir mis à peu près à 5300 € sur un vélo d'un autre équipier que celui que j'ai acquis juste derrière moi. Les heures passent, et au final je vois que les prix montent, mais ça monte pas énormément. J'avais fait une enchère assez élevée et je voyais que il y avait pas trop de changements, j'étais pas détrôné. Donc je me prends un petit peu au jeu et je me dis, pourquoi pas essayer d'en choper un, ce serait quand même la classe. Et donc les heures avancent, on arrive le samedi matin, et le samedi matin bien sûr je suis détrôné. Je vois que d'autres investisseurs, d'autres parieurs ont mis une mise un peu plus importante que la mienne, sans forcément que ce soit abusé. Hein, c'était, moi j'avais peut-être mis 5300, c'était 5500. Le truc c'est que
Pour participer à ces enchères, il fallait faire des mises supérieures de 200 €. Donc je me prends au jeu, je prends un autre vélo qui est plus bas dans les tarifs, et je fais une autre enchère à 5000, et c'est comme ça qu'une lutte va s'entamer avec un investisseur italien et un investisseur chinois. Et je vais me retrouver en finale avec ce fameux investisseur chinois le samedi 23 décembre 2023. Je m'en rappelle très bien, c'était en début d'après-midi. Moi je mets 5600, il met 5800, 6000, etc. etc. Jusqu'à ce qu'à un moment je me dise, il y a un moment donné, il va falloir être raisonnable, j'ai des projets dans la vie, mettre 7000 € comme ça, un énorme billet, alors que j'avais prévu de les dépenser que un an plus tard, c'était chaud. Mais je me suis dit, bon, 7000 en 2023, 7000 en 2024, il y a moyen qu'on puisse s'en sortir. Donc du coup je me dis, ok, on va jouer notre va-tout, et on va directement mettre 7000 € sur ce vélo. Et donc je décide, sur le vélo de Peter Seri, de mettre la bagatelle de 7000 € quand l'investisseur chinois lui en avait mis juste auparavant 6400. L'idée c'était de se dire, si jamais il met plus, et de toute façon moi j'avais fixé mon plancher à 7000, donc j'irai jamais au-delà. Et si jamais il ne met rien, écoutez, j'ai remporté un vélo au prix où je m'étais dit que j'allais le payer un an plus tard. Les heures ont défilé, et au final, à 17 h, ce samedi 23 décembre 2023, je suis devenu officiellement propriétaire d'un S-Works Tarmac SL7 de professionnel. C'est difficile de réaliser à ce moment-là que je suis propriétaire d'un vélo comme ça. Déjà, premier sentiment, c'est un sentiment d'immense satisfaction de me dire je vais rouler sur un vélo incroyable dans moins d'un mois, etc. C'était une confusion de plein de sentiments, à la fois de la joie, un petit peu de peur aussi, de se dire c'est un vélo qui vaut une fortune, est-ce que je serai à la hauteur d'un tel matériel, est-ce que je vais pas le casser, est-ce que même je le mérite, même si j'ai l'argent pour le payer, mais est-ce que sportivement je le mérite, est-ce que je vais pas passer pour un clown auprès des autres cyclistes qui vont me voir rouler avec un vélo que je suis même pas capable d'emmener au bout de ses retranchements. Au final, ces questions, elles sont restées dans mon cerveau quelques temps, mais la joie l'a emporté sur tout le reste des sentiments. Il y avait un problème, cela dit, avec cette mise remportée, c'était que les 7000 €, il allait falloir les trouver en 48 heures. Alors, moi, je sais pas si vous avez 7000 € sur votre compte courant, mais moi, c'est pas mon cas. Du coup, voilà, samedi, j'ai la bonne nouvelle, mais quelques heures plus tard, j'apprends qu'il va falloir que je les trouve, ces 7000 €, que je les sorte tout de suite de ma trésorerie pour les payer, et pas les payer n'importe comment, en virement ou en chèque. C'est non. En carte bleue. Mais oui, c'est clair. Sachez, si vous avez des cartes bleues normales, des cartes bleues qui ne sont pas gold ou des black cards, etc., que payer 7000 € comme ça en carte, c'est bizarre. Donc la plupart des banques n'autorisent pas des plafonds aussi élevés. Et donc il a fallu que je fasse un petit tour de passe-passe avec ma carte Revolut qui permet, qui a 0 plafond elle, c'est nos limites. Bon, finalement ça s'est bien passé, j'ai pu payer sans trop de crainte, un petit peu de transpiration certes, mais fin janvier 2024, j'étais enfin propriétaire physique de ce vélo, et vous l'avez vu au travers de la vidéo que je vous avais présentée l'année dernière. Du coup voilà, l'histoire est belle. En 5 ans, avant même que cette chaîne ne commence et que vous me connaissiez, je suis passé du VTT Giant à 600 € à ce qui se fait de mieux en termes de vélo de route, avec des transmissions les plus haut de gamme de chez Shimano. Moi je me serais jamais imaginé avoir un vélo pareil si jeune dans ma vie, on va dire, et surtout je me serais jamais imaginé me sentir à l'aise à l'idée d'avoir un vélo aussi coûteux entre mes jambes. Ok, tout ça c'est bien, mais est-ce que ce vélo il en valait la peine? Je veux dire, est-ce que il n'y avait pas mieux à faire avec 7000 €? Est-ce que c'était pas un geste imprudent de mettre 7000 € dans lequel on connaissait finalement assez peu, les dimensions, la longueur de potence, etc. Bref, est-ce que c'était raisonnable ou pas? C'est l'objet justement de cette vidéo, et on va la dérouler en plusieurs parties. Dans un premier temps, on va reparler du matériel, comment il est monté, et puis ensuite je vous parlerai de mes impressions dessus, après 15 000 km, je pense que maintenant c'est assez fiable, et puis dans un dernier temps, on parlera de la vie de ce vélo, après 15 000 km passés avec, quels ont été les problèmes, quels ont été les petits ajustements qu'il a fallu faire, comment, bref, j'ai vécu avec ce vélo, et est-ce que ça m'a coûté finalement cher d'avoir un S-Works Tarmac SL7 dont la valeur quand même est de 12 000 € neuf. Tac, on se retrouve debout maintenant pour vous faire une présentation plus précise du vélo qui est monté sur son pied d'atelier. On va commencer par les généralités.
Ce vélo, c'est un vélo qui est donné en taille 58. Donc quand j'ai choisi le vélo, je suis allé me renseigner sur la taille du coureur qu'il possédait avant, Peter Seri. Moi je fais 1m85 et lui il est légèrement plus grand que moi. Donc je me suis dit bah tiens c'est parfait. Les coureurs ont pour coutume de prendre des vélos légèrement plus petits que leur taille normale. Donc je me suis dit que par rapport à moi qui suis un cycliste amateur et qui suis pas forcément fan d'avoir des vélos trop petits, ça allait le faire. Cela dit, le vélo est quand même beaucoup plus petit que le Orbea qui était assez grand, hein. C'est un peu un vélo monté sur les chasses. Lui, c'est un vélo avec un cadre quand même beaucoup plus petit, beaucoup plus course, mais voilà, c'est le profil du vélo qui veut ça. Pour permettre un bon usage de ce vélo, il a donc fallu que je fasse quelques petits ajustements au niveau de la hauteur de selle. Hein. Quand j'ai pris possession du vélo pour la première fois, j'ai rehaussé la selle à une hauteur d'à peu près 110 mm, 110, 112 mm au-dessus du cintre. Donc ça signifie que mon postérieur, il est à peu près 10-12 cm plus haut que mes mains quand je suis sur le vélo. Et ça, par rapport au Orbea, c'est un énorme changement. Je suis passé d'une selle à peu près à la même hauteur que le cintre à une selle qui est complètement beaucoup plus haute que le cintre. En termes d'habituation, il a fallu un petit peu de temps, mais aujourd'hui, pour moi, c'est juste normal de rouler avec ça, d'avoir cette position constamment aérodynamique. On s'y fait grave, franchement. Choper les drops de temps en temps, quand on est fatigué, c'est un peu dur, mais quand on est en forme, c'est juste un plaisir et un bonheur. Voilà pour la présentation générale du vélo. On va commencer à rentrer maintenant dans les périphériques. Les roues, on en avait parlé la dernière fois quand j'avais fait la vidéo présentation numéro 1. Ce sont des Roval alpinistes. Vous avez deux modèles de roues sur les tarmacs. Les rapides, avec un profil en 50+, et vous avez les 30, 33, donc là c'est les alpinistes, donc pour la montagne. Et moi, comme je voulais un vélo plutôt typé montagne pour rouler à Paris, et bah c'est parfait. Ce sont des Roval alpinistes, elles sont en profil 33 mm. Au début, quand j'avais choisi de miser sur un vélo, j'avais voulu prendre des roues hautes et au final, je me suis orienté vers celui-là. Et en vrai, franchement, c'est nickel. Avoir des roues de montagne, ça permet d'avoir un vélo qui, au final, est très réactif. Parlons un petit peu du cintre pour ne pas en dire grand-chose, si ce n'est que c'est un cintre Specialized, lui aussi, cintre en carbone également. La largeur de bord à bord, c'est 38 cm. 38 cm, ce qui est intéressant à noter par rapport au Orbea, c'est que le Orbea, lui, il avait un cintre de 47 cm. Donc, en termes de position sur le vélo, là encore, ça a été quelque chose qu'il a fallu que je travaille. Ergonomiquement, c'était pas facile pour moi de passer d'un cintre de 47 à un cintre de 48. J'avais clairement l'impression de passer du paquebot, mais que je trouvais maniable, à ça que je trouvais finalement moins maniable, mais en fait pas du tout. Le vélo, il est hyper maniable, hyper facile à prendre en main, et passer de l'un à l'autre, ça fait toujours un petit peu bizarre, mais très clairement, je préfère largement être sur un cintre à 38 cm que sur un cintre à 47 cm, où j'ai clairement l'impression de conduire un bus. Un petit mot aussi sur l'intégration potence cintre. Effectivement, ce n'est pas une intégration complète, on est sur une potence unique avec un cintre unique. Sur les SL8 qui utilisent désormais la Soudal Quickstep, on est sur des cockpits intégrés. Et oui, là, on était sur la dernière fournée de vélos, je crois, qui avait des cockpits non intégrés. Mais bon, c'est pas grave, je trouve que c'est très esthétique, que c'est très beau quand même. Donc, clairement, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Maintenant, on va parler un petit peu de la transmission. Transmission Shimano Dura-Ace, série 92. Donc, ce sont un petit peu les dernières de chez Shimano. Il y en a une maintenant qui est un tout petit peu plus moderne que celle-là. Moi, je pense que j'ai l'avant-dernière génération avec capteur de puissance pédalier quand même, il faut le noter, c'est grand luxe. Sur le plateau, on est sur un 53 dents à l'avant, 53-39, et à l'arrière, il est couplé avec une cassette 1130. Ça, c'est la configuration d'origine. J'ai décidé de rien y toucher et simplement de m'habituer à ça. La période d'habituation a pas été trop longue, ça a été, je partais d'un plateau 52 à l'avant, partais sur du 53, ça passe. Et finalement, à l'arrière, 11-30, c'est pas mal parce que finalement, on a pas mal de rapports, le pignon de 11, le pignon de 12, le pignon de 13, qui permettent de trouver assez finement le meilleur développement en fonction de chaque situation. On est bien sûr sur une transmission en 12 vitesses, donc finalement, pareil, ça ajoute à la finesse. Donc 11-30 à l'arrière, couplé avec du 53-39, c'est nickel. Le seul truc, c'est en montagne, je vous l'avais dit, cyclo-sportif de montagne, un petit peu compliqué quand même d'emmener avec du 11-30, je suis pas un cycliste élite. Pour ça, il a fallu que j'achète une cassette 11-34 Ultegra, et ça, fallait que je vous en parle avant de rentrer dans la course de demain. Je gagne un petit peu en poids, mais je pense que je vais gagner énormément en souplesse de braquet sur la course, donc mis l'un dans l'autre. Le choix d'avoir pris une cassette Ultegra à la place
de la Dura-Ace 1130 pour moi, ça se pose pas. Qui me permet de rattraper un petit peu ce problème de développement, même si c'est vrai qu'en fin de cyclo, notamment sur la marmotte, et je l'ai vécu, c'était peut-être un petit peu compliqué, mais sinon, hormis ça, ça passe. Alors, on est de retour dans le coin vélo, mais un tout autre jour, parce que j'ai oublié de vous parler d'un truc sur le DI2. On va s'approcher un petit peu du cintre. Tac. Vous n'êtes pas sans savoir que sur le DI2, vous avez une batterie qui permet de commander le dérailleur arrière et le dérailleur avant simultanément. Cette batterie, elle doit être chargée régulièrement et elle a une autonomie d'environ 1300 km. Mais c'est pas tout. On a aussi les manettes qui disposent de leur propre apport en énergie. Comment ? Au moyen de piles qui se situent au niveau de la cocotte. Donc là, quand on ouvre le protège-cocotte, on a ici le bouton qui sort un petit peu de son logement, c'est pas très grave. Et on a ici une vis, tac, juste là, qu'on va retirer pour avoir accès à la pile. Parce que comme vous le voyez ici, la manette droite, elle est dans un état critique. La manette gauche, ça va. La manette droite, c'est un peu limite. Donc on va retirer la pile et ensuite, on va repartir pour 15 000 km. Une fois qu'on a ouvert le capot au moyen d'un tournevis plat, un tournevis comme ça se présente comme ça. Donc vous avez la pile qui est au niveau de la manette. C'est une pile 1632, donc je précise, tac, on va la retirer. Donc une fois qu'on a retiré la pile, ça se présente comme ça, c'est une pile 1632. C'est une pile qui se trouve dans le commerce, mais c'est pas la plus simple à trouver. On trouve souvent des piles 2032, mais des piles 1632, c'est un peu plus compliqué. Si vous en trouvez pas, sachez que vous pouvez en trouver sur internet. Donc là, la manette droite, une fois qu'on fait ça, ça donne plus signe de vie, plus possible de commander le dérailleur, vous voyez. Normal, la pile elle a été retirée. Une fois que je vais la remettre, par contre, là, ça va reprendre vite. Voilà, on remet la pile neuve comme ceci. Et ensuite, on referme le capot. Et ensuite, on visse tout ça. Et une fois que la pile a été remise, voilà, je viens de resserrer tout ça. Et la batterie, elle est revenue à un état impeccable. Et le derrière, il bouge comme il veut. Voilà, c'est aussi simple que ça de changer la pile. Et on est reparti comme ça pour 15 000 km. Allez, retour sur le bureau pour la suite de cette vidéo avec un léger faux raccord volontaire puisque maintenant le vélo n'est plus sur son pied d'atelier, il est au mur, son emplacement de garage habituel. Un vélo comme ça, on respecte. Il est bien sûr naturellement dans le salon, pas loin du téléviseur, pas loin du canapé pour qu'on puisse en profiter toute la journée. Alors, acheter un vélo à 7 000 €, ok, oui, mais pourquoi faire ? Vous l'avez vu sur cette chaîne, je ne suis pas un coursier, je ne suis pas inscrit en club, je ne fais pas de course de vélo. En revanche, je me sers essentiellement de ce vélo pour faire des sorties entre amis, plus ou moins engagées, et surtout, je m'en sers pour faire des cyclosportives. Vous l'avez vu l'année dernière, j'ai participé au Paris-Nice, au GF Ventoux et à la Marmotte en essayant graduellement d'aller dans des cyclos de plus en plus difficiles. Et cette année, pareil, je retourne sur le GF Ventoux, petite parenthèse, et je participe à 2 cyclosportives que je vous laisserai le soin de découvrir avec moi dans les mois à venir. Bien, maintenant qu'on s'est dit tout ça, on va passer à un sujet un petit peu moins reluisant pour moi, un petit peu plus intéressant pour vous. On va parler des problèmes. Ah et oui, avec ce S-Works, malgré que je l'ai acheté à un revendeur professionnel, j'ai connu des problèmes. Et quand je parle de problèmes, je parle de problèmes de nature chiante. Et des problèmes de cette nature, on va dire que j'en ai connu 2. Et on va les exposer ici, c'est pour ça qu'on est là. Ok, le problème numéro 1 quand j'ai fait acquisition de ce vélo, il s'est présenté à moi quelques minutes après que j'en ai pris possession auprès du revendeur. J'ai bien sûr naturellement regardé le cadre, mais juste après j'ai regardé les périphériques, et parmi les périphériques, j'ai regardé la selle. La selle, je l'ai juste à côté de moi, elle est juste là, voilà, je vous la présente. Ça c'est la selle d'origine, du moins la selle qui était présente sur le vélo quand j'en ai fait acquisition. C'est une selle extrêmement légère, elle pèse 110 grammes, pas plus. C'est une selle S-Works, vous le voyez ici. Mais c'est une selle qui présente, pour moi, un défaut de forme majeur, c'est la longueur du bec de selle. Je ne suis pas du tout adapté à ce genre de longueur de bec de selle, mais si c'était que ça, finalement ce serait pas grand chose. Il suffirait de se dire qu'on va la changer un petit peu plus tard, et ça irait. Non, on avait des problèmes structurels sur cette selle, et je vais vous les montrer de façon très graphique. Aïe, ça c'était à l'origine. Dites-vous bien que quand j'ai pris le vélo, 3 secondes après être parti, j'ai vu ça. Je me suis pas affolé, clairement, on va pas dire que j'allais revoir le revendeur en lui disant attendez, vous vous moquez de moi, vous vous rendez compte, la selle elle est pas bonne. Je me suis pas affolé, je me suis dit ok, on a un problème avec le point de fixation à l'avant, peut-être que ça peut se résoudre avec un petit point de colle, de façon très provisoire bien sûr. C'est non. En attendant de trouver une solution durable.
C'est ce que j'ai tenté de faire, ça n'a pas fonctionné bien sûr. Et donc du coup, j'ai roulé avec une selle avec ce léger décroché comme ça, ce qui la rendait parfaitement non ergonomique. Si vous voulez, la résistance de la selle, elle est apportée quand tous les éléments ne forment qu'un. Et là, on était en deux parties sur l'avant, donc ça pouvait pas fonctionner correctement. Le deuxième problème qui s'est présenté avec cette selle, il s'est présenté quelques semaines après, lorsque j'ai commencé à rouler de façon un peu plus intensive avec. Mise en contexte, j'étais en train de finir une sortie classique, en zone 2, à travers le 77 comme j'en fais assez régulièrement. J'étais un petit peu fatigué, une sortie peut-être un petit peu plus longue que d'habitude, et donc étant un petit peu fatigué, j'ai moins tendance à me lever lorsqu'il y a des dodanes, donc du coup là j'étais resté assis. Je prends ce dodane que je vous ai filmé à l'image, et quand je passe dessus à environ 30-35 km/h, j'entends un crac. Salut mon pote. Regardez les conséquences. Donc si vous n'avez pas vu, je vous décris le truc. Le rail en carbone, il s'est littéralement brisé en deux sous le poids de mon postérieur. Au-delà de la vexation immédiate que ça a suscité en moi, je me suis dit ça va être le moment parfait pour remplacer cette selle par une autre selle, puisque de toute façon j'étais pas du tout adapté, je me sentais pas du tout confortable dessus. Et c'est de cette manière que quelques semaines plus tard, j'ai remplacé ce périphérique et figurez-vous que ça fonctionne beaucoup mieux. Ok. Ça fonctionne beaucoup mieux, j'ai beaucoup moins de douleur, donc avec la nouvelle selle à bec court et légèrement plus lourde, il faut noter qu'elle fait à peu près 200-220 grammes cette selle, donc elle est à peu près 2 fois plus lourde, et je me sens beaucoup mieux, donc en gagnant en confort, en gagnant en performance, tout va bien jusqu'à présent. Allez, deuxième problème, vous allez voir lui, il est chiant lui. Sur un vélo, quand on pédale, on prend de la vitesse. Oui. Jusque là, j'ai perdu personne. Non. Mais par moment, il arrive qu'il faille perdre de la vitesse. Pour ça, on utilise des freins. Peut-être. Sur ce vélo, comme sur beaucoup de vélos, les freins sont à disque mis en action par des pistons commandés hydrauliquement. Tous ces mots compliqués pour dire pas grand chose alors qu'on pourrait juste en venir au fait. Quand j'ai utilisé mon beau vélo pour la première fois, j'ai été un tout petit peu surpris, par le bruit que faisait le vélo quand il freinait. Et pour vous montrer un peu ça de façon imagée, avec aussi du son, voilà, je vous ai fait un petit montage qui résume, à mon sens, assez bien la situation quand j'ai freiné pour la première fois. Voilà, c'était à peu près comme ça que ça s'était passé. Là, vous me rejoignez, c'est une user expérience complètement gâchée, on peut pas rester comme ça longtemps. Je vais rester comme ça très longtemps. Très longtemps. Ouais. Le problème avec les crissements de disques, c'est que l'origine, parfois, elle est difficile à trouver. Parfois, elle est simple, ça peut être une simple contamination des plaquettes, une simple contamination des disques. Le problème, c'est que là, c'est un vélo que j'ai acheté d'occasion, donc j'ai pas vraiment d'historique de ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce que j'ai mis en place pour résoudre la problématique ? Dans un premier temps, j'ai décidé de ne rien faire. Oui, parce que ce qui peut se passer, c'est que, ok, les plaquettes ont été un peu contaminées, mais avec le temps et avec l'usage, les plaquettes, la garniture, elle va s'en aller, et tout ce qui était contaminé, ça va partir, et au final, on va se retrouver avec un truc assez simple. Il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui a changé, c'était pareil, c'était toujours aussi désagréable de freiner, et en plus de ça, c'était pas efficace. Donc, quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard, il allait falloir que je trouve un plan d'action, et surtout que je le mette en place avant le GF Ventoux, parce que j'avais envie d'avoir un truc qui freine dans les descentes, ça me paraît tout à fait normal. La première chose que j'ai faite juste avant le GF Ventoux, c'est que j'ai changé les plaquettes de frein. Ça n'a rien changé. Ensuite, j'ai changé les disques, tout en nettoyant bien les plaquettes, histoire d'avoir un système à peu près propre. Ça n'a rien changé. Et ensuite, dans un second temps, j'ai changé de nouveau les plaquettes, histoire d'avoir un disque neuf et des plaquettes renouvelées aussi. Nique ta mère. Ce qui fait que on arrive à l'été 2024, la GF Ventoux est passée, j'ai réussi à freiner, vous inquiétez pas, il n'y a pas eu de souci, la marmotte est même passée, j'ai réussi à freiner, aucun problème, mais j'ai toujours ce fichu problème de frein. Et là, ça devient un problème personnel. Moi, je veux pas avoir un vélo qui crie quand je freine, je veux avoir un beau vélo, un beau S-Works, et un freinage digne d'un vélo haut de gamme à 12 000 €. Donc j'ai cherché, j'ai continué de chercher, et j'ai pas trouvé. Jusqu'à ce jour, à un moment donné, j'en avais marre, je me suis dit, bon, il faut qu'on reparte de zéro avec ce système de freinage, il faut qu'on reparte de zéro, et donc du coup, pour repartir de zéro, on fait une purge. Donc, j'ai décidé de purger intégralement le système de freinage, d'enlever l'huile minérale ancienne, de remettre de l'huile minérale, de changer les plaquettes, de nettoyer le disque à fond avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle, histoire d'avoir un truc ultra dégraissé. J'ai remonté tout ça, et il n'y avait plus de bruit. Pendant 10 km. Et après, il y avait du bruit encore. C'est fou, tu crois savoir, mais en réalité, tu ne sais pas.
Bah à un moment donné, moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais pas. Donc j'ai repurgé, j'ai retesté tout ça, il y avait plus de bruit, et 10 km plus tard il y avait du bruit, jusqu'au jour où, et là je vous dis ça comme si c'était longtemps après, mais bon c'était peut-être 3-4 jours après, j'ai décidé de passer mon doigt un petit peu partout pour me dire mais attends, il y a forcément de la graisse quelque part qui s'y mise. J'ai trouvé la graisse. J'ai trouvé la graisse et je vais vous la montrer tout de suite, regardez, venez avec moi. Là le vélo, il est sur son logement principal, il est dans sa position de garage, j'ai allumé la lumière, regardez tout ça. Voilà, on a trouvé l'élément, voilà, le focus est fait, regardez. Vous voyez là, au niveau de cet écrou gris là, eh ben c'était l'endroit où il y avait la fuite. En fait, il y avait un problème d'étanchéité au niveau du raccord insert olive. Et donc tout simplement, ça m'a posé un gros problème de ce côté-là. Je vais éteindre la lumière quand même pour me remettre dans l'ambiance du montage. Et cette fuite là, elle m'a posé des problèmes pendant des mois. Et je précise aussi pour ceux qui se posaient la question légitimement, je n'ai ressenti aucun problème de freinage pendant tous ces mois où j'étais en errance pour trouver cette panne. En fait, je sentais que la poignée avant était légèrement plus molle que la poignée arrière qui avait beaucoup plus de mordant, mais il n'y avait pas de perte de mordant au fur et à mesure du temps. Donc, quand on a ce genre de problème, il faut rester ouvert d'esprit et se dire que ça peut venir de partout. Toujours est-il, le problème a été résolu grâce au concours d'un formidable ami, Mathieu, merci à toi, qui m'a permis de refaire ce raccord insert olive, de refaire toute l'étanchéité du système de freinage, si bien que maintenant, il n'y a plus de problème. Je roule avec un vélo qui ne fait pas de bruit et donc ça, c'est nickel. Bon, j'avais envie de clore ce chapitre sur les problèmes, mais je me suis rendu compte en vous parlant de tout ça que ce serait pas totalement complet, qu'il manquerait une petite partie à ce chapitre si je ne vous parlais pas des problèmes qui sont arrivés avec l'usure du matériel. Et oui, quand on achète un vélo d'occasion, la première des choses qu'on ne sait pas, c'est combien de kilomètres ont parcouru chaque composant qui équipe le vélo. Quand il est arrivé la première année d'utilisation de ce vélo, et je me suis rendu compte qu'il y a eu certains problèmes d'usure qui ont commencé à arriver. Premier problème qui est apparu, lié à l'usure, c'est les problèmes de roulement de pédale. Ah oui, il faut bien commencer par quelque chose. Un jour, quand j'étais en train de faire une sortie, j'étais avec mon groupe habituel, j'étais en train de pédaler, et là j'entends clac, clac, clac au niveau de la manivelle gauche, et quand j'en ai parlé avec mes collègues autour de moi, ils se sont dit « Ah, peut-être que t'as un problème au niveau du roulement de tes pédales. » Le roulement était un peu grippé, j'arrivais plus très bien à tourner la pédale, et effectivement, il s'est avéré qu'en démontant la pédale avec une simple clé anglaise, je me suis rendu compte effectivement que j'avais plus de graisse au niveau de l'axe qui vient rentrer dans la pédale. Et pire que ça, il manquait certaines billes. Est-ce que j'ai perdu les billes pendant le démontage? Ça, l'histoire ne le dira pas parce que j'ai pas fait le démontage au-dessus d'une belle coupelle ou d'une belle assiette pour être sûr de ne rien perdre. Peut-être que j'ai perdu une ou deux billes dans l'occasion, mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, là, tel qu'il est, il va falloir remplacer l'objet et donc j'en ai commandé une nouvelle. Deuxième problème, comme la selle, j'ai l'élément juste à côté de moi, c'est au niveau bien sûr de la cassette. Alors, qu'est-ce que vous voyez là? Vous voyez là les pignons 17-19 d'une cassette Dura-Ace 1130. Ils ont l'air très beaux, ces pignons 17-19, ils m'ont l'air très propres, la denture m'apparaît tout à fait acceptable, je pense que vous la voyez comme moi. Sauf que on a un tout petit problème, alors je vais essayer de vous le montrer un petit peu à l'image comme ça, ça va pas forcément être très simple parce que j'ai que deux mains, mais si vous êtes attentif, vous voyez que il y a un petit jeu. Est-ce que ce jeu, il est normal? Pas du tout, il est pas normal du tout. Ce jeu, qu'est-ce qu'il crée comme problème? Il crée des problèmes de saut de chaîne. Et ces problèmes, ils sont apparus il y a quelques semaines. Au moment où je vous tourne cette vidéo, ça fait à peu près une semaine que j'ai changé la chaîne pour la troisième fois de la vie de ce vélo. Au moment de ce troisième changement de chaîne, tac, je me suis rendu compte que les pignons, ils étaient plus très solidaires entre eux et qu'il allait falloir les changer. Sur une cassette Dura-Ace, vous savez les prix, une cassette neuve coûte à peu près 240 € quand elle est en 12 vitesses. Heureusement, les pignons 17-19 sont vendus séparément, mais ça coûte quand même 50 €, donc bon voilà. En attendant, vous voyez, le vélo il est fonctionnel, et j'ai toujours pas reçu les pignons 17-19 du Race, mais j'ai commis une infraction pénale grave à l'encontre du cyclisme, c'est que j'ai utilisé des pignons 17-19 d'une cassette Ultegra, et ça fait parfaitement l'affaire, figurez-vous, de façon provisoire, attention. On peut aussi faire une parenthèse également sur les autres dégâts d'usage que j'ai eu sur ce vélo pendant son utilisation, les dégâts dus aux chutes. Malheureusement, j'ai connu des chutes pendant l'usage de ce vélo, j'en ai connu deux, et deux qui se sont produites
en hiver, hein, comme par hasard. La première, elle a eu lieu seulement 3-4 semaines après que j'ai pris possession du vélo. J'étais sur une piste cyclable assez étroite, hein, dans le 77. Je roulais avec un ami derrière moi et en face de moi, il y avait un groupe de 2 cyclistes aussi qui arrivaient face à moi. Le souci, c'est que le cycliste en face, il voulait faire un écart, hein, pour être sûr qu'on allait se croiser dans des bonnes conditions de sécurité. Le problème, c'est que il a un peu surcorrigé sa trajectoire, il s'est retrouvé un petit peu dans la broussaille, il a glissé, il est tombé, et moi, paf, j'ai roulé sur lui, j'ai fait une belle chute propulsée en avant, ce qui fait que le vélo, il a eu quelques petites éraflures, hein, les éraflures que je vous montre ici à l'image, hein, surtout au niveau du tube de selle, et un petit peu au niveau de la fourche, hein, quelques griffes de ci, de là. Bon, sur le coup, j'avais un peu le seum, j'ai essayé de prendre ça avec humour, hein. Ça n'a pas été forcément facile les premiers jours de se dire que on avait un vélo tout neuf, un vélo de pro avec quasiment aucun dégât de cadre, et qu'au bout de 4 semaines, on arrivait à le foutre dans cet été-là, j'avais un petit peu le seum. Aujourd'hui, maintenant, ça va beaucoup mieux, je le prends avec beaucoup d'humour. Surtout que depuis cette chute, j'ai pas connu d'autres chutes qui ont porté atteinte à l'intégrité du vélo avant cet hiver. Pareil, hein, j'étais toujours dans le 77, cette fois-ci j'étais tout seul, et j'étais en train de rouler, hein, tranquillement, hein. On était sur la fin des gelées hivernales, hein. L'après-midi était positive, mais la matinée était négative en termes de température. J'ai eu un petit peu de confiance, je me suis dit, bon, puisque l'après-midi est positive, il n'y aura pas nécessairement de problème. Je prends un virage, je tombe. Et en tombant, en fait, je glisse un petit peu comme ça, hein, de 5, 6, 7 mètres, et le vélo avec, il va part aussi en glissade, et ça fait que bon, j'ai pas de dégâts au niveau du cadre, hein, donc là ça va, mais par contre j'avais quelques dégâts au niveau des cocottes, au niveau des manettes, bref, habituel, hein, quand on fait des chutes à vélo. Et donc voilà, hein, c'est sur ça que je voulais fermer cette vidéo, hein, 1 an d'usage du S-Works Tarmac SL7. Voilà, au début j'en avais presque peur de ce vélo, hein, quand j'en ai pris possession, je me suis dit, la première chose que je me suis dit c'est je méritais pas ce vélo. Alors, face à vous, face cam, bien sûr, on est super content, on se dit que ça va changer la vie de cycliste qu'on a, mais il y a une part de soi qui dit quand même, une part de doute un peu qui dit, ah quand même ce vélo, ok, t'as réussi à te le payer, mais est-ce que finalement c'est le vélo qui va te convenir? Est-ce que c'est le vélo qui va convenir à ta pratique? Est-ce que quelque part tu le mérites? Pas économiquement, mais sportivement. Et donc au début, les premières semaines, c'est des semaines de peur, hein. On roule comme on essayait de le faire avec l'Orbea, mais on a un peu peur, on a un petit peu peur de prendre les virages, on a un petit peu peur de passer entre les voitures, on a un petit peu peur de rouler en ville, on a un petit peu peur d'aller dans Paris avec. Et puis au final, tout ça, ça se dessert avec les semaines, on commence à se sentir mieux sur le vélo, on se dit plus en fait perpétuellement qu'on a 12 000 euros entre les jambes, on se dit qu'on a un vélo, on oublie qu'on a ce S-Works en fait. Je vous assure, on oublie qu'on a le S-Works, donc on roule avec, on se dit juste on a un super vélo et on fait qu'un avec la machine. Ce vélo, on l'aime pas pour son prix, on l'aime pas pour la représentation qu'on peut avoir dessus en se disant waouh, regardez, j'ai un super vélo. On l'aime parce qu'on a construit finalement des souvenirs avec, on a construit des sentiments, des émotions. Moi, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai fait des cyclos avec, je l'ai mis dans le TGV, je suis parti dans le sud de la France avec, je suis parti un petit peu à gauche, à droite. Et donc maintenant, ce vélo, il a moins une valeur économique qu'une valeur sentimentale. Et à partir du moment où on passe de la valeur économique à la valeur sentimentale, et d'un coup tout se dessert, hein, on est beaucoup plus à l'aise, comme je vous le disais, et on oublie qu'on a autant de valeur économique entre les jambes, c'est de la valeur sentimentale qu'on a avant tout, et c'est pour ça qu'on veut pas le perdre. Bref, voilà, c'est sur ça que je voulais terminer cette vidéo. Le S-Works Tarmac, j'en ai pris possession pleinement. Je suis très conscient qu'il y avait certains avis qui étaient sceptiques dans les commentaires, mais aujourd'hui, franchement, je peux vous faire un retour honnête et vous dire que ce vélo, je le regrette tellement pas. Je suis tellement content de m'être un peu ruiné le portefeuille pour l'avoir, et je suis tellement content qu'aujourd'hui il soit encore là pour partager des moments, et j'espère qu'il va durer le plus longtemps possible parce que j'ai pas l'intention de changer de vélo tous les ans, d'abord par conviction et ensuite par attachement par ce vélo. Et donc voilà, c'est ainsi que je ferme cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que j'ai réussi à restituer un petit peu tout ce qu'il y avait à dire sur le S-Works en 1 an. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, voilà, que vous voulez réagir, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça, hein. J'ai peut-être pas tout abordé, j'ai peut-être pas tout souligné d'important après l'achat d'un vélo aussi cher d'occasion, donc surtout n'hésitez pas.
sachez que je suis là pour vous répondre. Allez, sur ce, on se retrouve dans d'autres vidéos, hein. Je sais que les vidéos s'espacent un petit peu, puisque, bon, voilà, on était en hiver, il y avait moins de contenu à vous proposer, mais il va revenir, hein. J'espère trouver un petit peu de temps pour vous monter beaucoup de choses, hein. J'ai pas énormément de temps, et il va falloir composer avec ça. Il y aura un petit peu moins de vidéos que ce que j'avais pu vous proposer peut-être avant, parce que j'essaie de les travailler. Bref, vous inquiétez pas, les projets sont toujours en cours, et on va se retrouver très vite avec de nouvelles aventures, vous inquiétez pas. Et sur ce, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Allez, ciao.